Lors d'un précédent temps de travail dans la CFMP autour de ce colloque, nous avons conversé avec Shora Makareni, qui est anthropologue, et avec Michael Prazan, qui est historien également. Je connais. Oui, nous avons discuté, enfin, conversé vraiment sur la question de l'effacement. En fait, l'effacement, l'hypothèse que nous avons mis au travail sur cette première soirée, c'était l'effacement sillon de la haine. Mhm. On a regardé ce jour-là des extraits de leurs deux documentaires, l'un sur la violence post-révolutionnaire en Iran, donc, et puis l'autre sur le révisionnisme de la Shoah. Les deux, finalement, abordent la question de l'effacement à des degrés différents. Et c'est justement sur ces degrés que je voudrais attirer votre attention et entrer vraiment en discussion par rapport à Jean Zay, sa personne, sa figure et disons sa place ou sa fonction. Il y a en effet différents degrés d'effacement, du simple désaccord au discrédit, de la critique de l'autre à l'annulation, de sa dévaluation jusqu'à l'attaquer moralement, puis physiquement, puis de la destruction d'une vie, pas seulement symboliquement, mais parfois jusqu'au corps. Et puis parfois jusqu'à l'effacement encore des faits mêmes de la destruction du corps. C'est le cas évidemment dans les révisionnismes, mais au fond, d'une certaine manière, n'est-ce pas une forme d'effacement également que cette discrétion de Jean Zay, voire cette disparition des récits du roman national? Voilà, si c'est le cas, si vous êtes d'accord avec cette hypothèse de l'effacement, on pourrait même aller jusqu'à se poser la question de que s'agissait-il d'effacer? Pour ça, il faut peut-être préciser un petit peu son histoire, parce Oui, qu'il a alors eu un destin tragique. l'effacement concernant Jean Zay est très intéressant parce qu'il touche à plusieurs niveaux. Il y a un effacement relatif hein, dans la mémoire. Quand je dis relatif, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'opinion publique française des gens qui ont porté la mémoire de Jean Zay. D'une part, familialement, et cette famille est aussi une famille politique euh, au sens large. Et il y a toujours eu une mémoire de Jean Zay qui a existé, mais c'est une mémoire qui est plus partielle qu'effacée totalement. Elle n'est effacée que du point de vue de ce que serait une mémoire nationale, c'est-à-dire collective et globale. Donc si on prend la mémoire elle-même, on ne peut pas dire que la mémoire de Jean Zay ait été effacée. Il y a plusieurs temps, en revanche, et des temps qui se succèdent depuis sa mort jusqu'à nos jours. Il y a un temps de reconnaissance nationale immédiat qui est très fort, malgré tout. Il y a des cérémonies nationales qui lui sont consacrées. Il y a un hommage national de l'Assemblée nationale, enfin, etc. Donc, Jean Zay, ce n'est pas quelqu'un qui est effacé de 1944 à nos jours. Et il est d'abord reconnu, et même remarquablement reconnu dans la mémoire nationale, puisqu'on lui accorde la Légion d'honneur à titre posthume. Léon Blum, Édouard Herriot viennent sur sa tombe prononcer des discours. Enfin, il y a une mémoire par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au plus haut niveau. Et puis, elle s'efface effectivement du caractère national, on va dire, dans les années, à partir de la fin des années 50, jusqu'aux années 2010, où là, elle ressurgira à ce moment-là, y compris de façon remarquable, puisqu'il est désormais entré au Panthéon. Donc, vous voyez, parler d'effacement de la mémoire de Jean Zay de 44 à nos jours, ce n'est pas juste. Et entre les deux périodes de reconnaissance nationale, il y a le maintien d'une mémoire dans la gauche laïque en particulier, qui reste très forte. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Pierre Mendès France, qui connaissait très bien Jean Zay parce qu'il en avait été un compagnon dans l'action politique des années 30, a toujours tenu à honneur d'honorer justement Jean Zay. Il y a des colloques qui se tiennent, mais enfin, c'est quand même un peu l'étiage. Et cet étiage, il est laïque, pour le dire comme ça. C'est la gauche laïque qui va le porter durablement pendant cet entre-deux, on peut dire, de mémoire nationale. Donc, effacement de la mémoire de Jean Zay pleine et entière, non. Effacement du récit national, ça n'est pas vrai non plus. Sauf que évidemment, dans la mémoire politique, hein, il a deux types de handicaps dans cette mémoire politique, au sens des partis politiques. D'abord, le parti politique qu'il incarne, le parti radical, c'est un parti qui est un très faible porteur de mémoire, très faible.
Hein. Ce n'est pas les communistes et ce n'est pas les gaullistes, voilà, pour le dire comme ça. Donc, Jean Zay, par exemple, a moins de mémoire que Léo Lagrange, nationalement. Alors que Léo Lagrange devient, à partir de 1937, son sous-secrétaire d'État. C'est-à-dire que Léo Lagrange n'a jamais été ministre. Il est sous-secrétaire d'État d'abord au sport, donc, mais sous la houlette de la médecine, puis sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Mais son ministre est moins connu que lui. Pourquoi? Parce que Léo Lagrange est un socialiste, soutenu aussi par tout le monde et toute la contre-société communiste pendant des années, ce qui fait qu'il y a des tas de maires qui ont donné des noms de gymnases, etc. etc. Et j'en sais, les radicaux, vous voyez, après la Seconde Guerre mondiale, ça marche pas. D'autant moins qu'en plus, j'en sais, est lié à la Troisième République. Et la Troisième République, c'est pas un régime qu'on commémore. Très peu. Il ne correspond pas au groupe porteur de mémoire et porteur de futur de la République, que sont les communistes et que sont les gaullistes. Donc ça, et toute la révolution qui se passe dans les années 50, le changement de République, la République que nous connaissons, eh bien, Jean Zay n'est pas du tout un homme pour cette mémoire-là. Lui, c'est un homme de la République parlementaire. Bon, donc ça, c'est un élément politique clair. Il y a aussi, évidemment, le fait de la mémoire de son assassinat cette fois-ci. C'est-à-dire au-delà du personnage politique et du fait que le Front populaire dans le domaine de l'enseignement est difficile à commémorer parce qu'il n'y a pas de loi, d'accord, il y a toute une action mais il n'y a pas de loi. Il y a aussi, et ce n'est pas le moindre, dans le récit national, il était compliqué d'intégrer des gens qui ont été tués par d'autres Français, pour le dire comme ça. Oui. Alors, c'est pas pour ça, d'ailleurs, que sa femme et ses amis, après la guerre, ne portent pas la mémoire de l'assassinat et de l'injustice et de la haine qui l'a environné. Simplement, ils le font à la mode de ces années 1940, c'est-à-dire et 50. Ce n'est pas des années d'effacement et d'enfouissement dans la mémoire uniquement, mais c'est une autre mémoire que la nôtre. Alors ça, c'est très frappant par les plaques qui lui sont dédiées, les plaques de mémoire qui lui sont dédiées. On a été amené à Orléans, dans les années 1990, à changer le texte de plaques qui pourtant avait été rédigé par sa femme et ses amis. C'est-à-dire que ce n'est pas une mémoire d'État qui avait construit les plaques de mémoire des années 1950, c'était véritablement Madeleine Zé et les amis de Jean Zay qui les avaient rédigées, mais elles nous sont devenues illisibles. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait écrit dessus, elles nous sont devenues culturellement illisibles. C'est une autre forme d'effacement. C'est-à-dire que là, vous aviez sur ces plaques fin des années 40 et début des années 50 la formule suivante: Jean Zay, victime de la barbarie nazie. Oui. Et nous, je dis nous parce que j'y ai participé à Orléans, à la rédaction des nouvelles plaques. Et dans les années 90, victime de la barbarie nazie, c'était quelque chose qui nous paraissait trop court et même faux, puisqu'on ne disait pas que c'était des Français. Puisqu'en fait, Jean Zay est victime. Il a été emprisonné pendant 4 ans par la dictature du maréchal Pétain, puis il a été assassiné par les miliciens du régime de Vichy le 20 juin 1944. Donc, 2 fois. Une première fois, cette peine de prison, qui est la même que celle du capitaine Dreyfus, et on voit tout le ressurgissement des haines antisémites, et d'autre part, son assassinat par les miliciens en 1944. Évidemment, il n'y a pas d'action allemande directe. C'est une action française dans les deux cas, et le procès et l'assassinat. Bien sûr, dans le contexte d'une occupation, mais qui donne le pouvoir à ces gens-là. Mais malgré tout, c'est une action française, et dans tous les sens du terme. Et cette action française, on a ensuite, elle ne figurait pas sur les plaques. Et du coup, on a changé, on a mis victime, emprisonné par le régime de Vichy, assassiné par les miliciens. Ce qui était une façon de rétablir une vérité factuelle. Sauf que moi, comme historien, intéressé par les imaginaires sociaux et par les représentations mentales, je me suis demandé, mais qui a fait ces plaques? Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était sa femme et ses amis. Donc, il ne cherchait pas à avoir une vérité d'État. Ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas la vérité d'État qu'il y avait sur les plaques, c'était la vérité qui correspondait à la façon dont fonctionnaient les codes culturels en 1948, première plaque, et jusqu'à 1954. Et quand on creuse de près, et vous allez le voir, on retrouve d'ailleurs un propos qu'on trouverait chez Monseigneur Saliège à Toulouse en 1942, c'est que pour Madeleine Zay et les autres, les miliciens et Vichy, ce sont des nazis français. Donc Jean Zay est bien victime de la barbarie nazie,
Et Vichy et la milice, c'est pas la France, au sens de la France républicaine, de la France humaniste, etc. Vous trouvez ça dans la lettre si remarquable de Monseigneur Saliège par rapport aux Juifs en Midi-Pyrénées, enfin, où il dit des choses épouvantables se passent au camp du Recébédou, etc. Ce n'est pas la France, dit-il. Alors, nous, on a raison de préciser qu'il s'agissait bien de Français, mais pour sa femme et pour ceux qui l'entourent, un milicien, c'est un nazi. Donc oui, Jean Zay, C'est l'autre. Même quand c'est le frère ou le voisin, ça reste l'autre. parce que oui, c'est l'autre, et puis parce que nazi, c'est aussi une dimension politique, c'est pas qu'une dimension justement nationale. C'est pas Ouais. une dimension nationale. Et effectivement, pourquoi je me suis posé la question? Parce que vous savez, la tentation que nous avons tous à dire après coup qu'on comprend mieux les choses, est une tentation dont il faut se méfier. Enfin, c'est un réflexe. Et puis parce que j'appartiens, enfin, comme tous les historiens, une des règles de base, c'est, comme dit Carlo Ginzburg, hein, de bien savoir qu'on est en situation d'étrangeté dès lors qu'on regarde le passé. Mais le passé peut être proche, c'est-à-dire qu'avec les mêmes mots, la chair sociale de ces mots, la compréhension de ces mots nous est parfois inatteignable si on ne fait pas l'effort d'exotisme et de se dire, d'accord, je parle de paix, d'accord, je parle de guerre, d'accord, je parle de barbarie nazie, mais barbarie nazie en 1948, est-ce que ça a le même sens incarné, hein, ce n'est pas qu'un sens intellectuellement porté, on ne parle pas de choses qui sont que cérébrales, c'est l'incorporation, au sens premier du terme, du vocabulaire comme donnant sens à une réalité sociale qui est différente. Alors, tout ça, ça vient aussi des anthropologues qui nous ont beaucoup appris là-dessus et sur le fait que ce qui est matériel, Jean Zay est assassiné à telle date par des gens qui sont des miliciens français, etc., est nécessairement construit en réalité par la lecture idéale qu'on en fait. Et c'est-à-dire que les codes culturels que l'on emploie, ils varient dans le temps. Et le boulot de l'historien, dans le meilleur des cas, c'est d'essayer de restituer ces codes culturels. Alors, je pense donc deux choses à propos de ces plaques. Un, on a eu raison de les changer parce qu'elles étaient devenues illisibles. Au sens premier du terme, culturellement illisible. En revanche, ça n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité et qu'ils veulent la cacher que la femme et les amis de Jean Zay ont écrit ces plaques-là. C'est-à-dire qu'on se fait du bien avec un a posteriori en disant mais nous on comprend mieux les choses, alors même que du coup on ne comprend pas ce qu'on lit pourtant et qu'on voit sous nos yeux. Et c'est tout ce boulot qui est un boulot d'aller-retour. Et je répète, hein, on a raison de changer les plaques, hein, puisqu'elles sont Oui. plus. Et on a raison de préciser, etc. Mais Mais le dans travail 50 de ans, l'historien, on c'est changera vraiment peut-être nos plaques. d'indiquer la vérité qui était dite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est plus précis dans notre capacité à lire la vérité aujourd'hui, mais dans leur capacité à lire la vérité à cette époque-là, ils étaient clairs. Ils étaient clairs. Alors, effectivement, donc voilà, il faut ni. Toujours pareil, il faut demander qui a écrit. Qui a écrit les choses, pour qui. Et effectivement, ce n'est pas un texte d'État, donc dans ce cas-là. Bon, ça, c'est une vraie chose. Donc, l'effacement, il existe. Mais cet effacement pardon, peut être produit par le changement de nos codes culturels aussi, et pas simplement par ceux voulus à l'époque. Il n'empêche que c'était très compliqué dans un récit national, bien sûr, d'intégrer la haine entre les Français. Et donc, Jean Zay, incontestablement, jusqu'à récemment, hein, jusqu'aux années 90, ne correspond pas à quelque chose de positif dans le récit commun, bien sûr. Et là, il est redevenu. Pourquoi? Parce qu'il est désormais positif dans le récit commun d'avoir été une victime de la haine de guerre civile et de la haine portée par des gens qui étaient d'extrême droite. Et ça, c'est redevenu positif. Mais ça n'était pas négatif, mais ça n'était pas porteur d'avenir. Voilà. Alors, c'est ça aussi, c'est très intéressant dans les effacements. Et pour un historien à l'heure actuelle, c'est passionnant. C'est de voir à quoi ça correspond en termes de concordance des temps ou de régime d'historicité. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant dans le récit qu'on fabrique du commun, c'est le futur vers lequel on veut inscrire la société à qui on adresse ce récit. Et effectivement, jusqu'aux années 80-90,
il n'y avait pas les mêmes raisons de combattre l'extrême droite, par exemple, parce que les résultats électoraux n'étaient pas là, et que c'est dans les années 80 que l'idée qu'on a un combat quand même politique à mener va faire ressurgir de façon plus positive pour le futur à construire, comme rappel de ce qu'il ne faudrait pas voir revenir, hein, Mm. euh, tout ce qui concerne les victimes des assassinats, qui sont ces assassinats politiques et raciaux de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un effacement qui est plus subtil, je crois, à comprendre que simplement les gens ont voulu enfouir et on vit un retour du refoulé. Mm. C'est pas exactement ça, de mon point de vue, hein, qui se produit, et parce que ce qu'ils ont enfoui n'est pas ce que nous imaginons trouver sous terre. Ça, c'est très, très psychanalytique, effectivement. Ouais, mais comme, voilà, parce que moi, c'est le temps qui m'intéresse et avec cette idée aussi que il ne faut pas mépriser les gens qui nous ont précédés, ni les surévaluer, et que les comprendre, c'est compliqué. Parce Mm. que fatalement, on ne vit pas dans leur temps. Et comment on fait pour être dans le temps qui nous a précédés et en leur restituant en particulier leur futur? Parce que, évidemment, nous, on sait les futurs qui sont advenus. Mm. Mais ils se sont construits avec des futurs non advenus. Voilà, comme nous d'ailleurs aujourd'hui. Et alors, l'intérêt d'ailleurs de penser ça, je crois, c'est que ça défatalise notre action. Et que ça nous permet de dire que non, il n'y a pas qu'un seul futur possible, il y en a un qui reste à construire, et du coup, eux-mêmes ne vivaient pas, et nous ne vivons pas dans des temps qui fatalement mènent à quelque chose. C'est le rapport à la guerre, par exemple, pour ceux qui osaient, ils avaient un imaginaire de la guerre, évidemment, mais qui ne fut pas celle qui s'est produite. Oui. Ouais, pour des raisons assez claires. Hein. Ce n'est pas le retour de 14, mais eux, ils vivaient dans un retour de 14. Voilà. Et ce n'est pas la même guerre. En ce sens-là, ils sont déjà dans un entre-deux-guerres. Mm. La guerre passée et la guerre qu'ils imaginent être la guerre du futur. Bon, voilà. Donc, l'effacement, c'est une notion passionnante qui renvoie aussi à celle de l'oubli, hein, des mécanismes et des mécaniques de l'oubli. Mais disons qu'on a une mécanique de compréhension de l'histoire souvent qui est, on passe de l'oubli à la révélation de ce qui s'est produit. Comme si, par exemple, désormais nous, en changeant les plaques, on restituait l'histoire de ce qui s'était produit. Comme Et si on donc, corrigeait, oui. et ça, je trouve que ce sont des scénarios de compréhension qui s'appuient beaucoup sur des schémas qui sont des schémas très bibliques, je trouve. Mm. C'est-à-dire la parole révélée, l'avant et l'après. Et il y a un moment où un prophète, mais ça peut être un historien, le prophète, hein, disons Paxton, par exemple, pour l'histoire de Vichy, vous avez quelqu'un qui vous annonce la bonne parole et qui permet de comprendre par son message tout ce qu'il y avait avant. Mm. Bon, on peut s'en dégager. C'est pas pour ça qu'on est toujours plus malin, hein, mais au moins s'en méfier.